Nous voici arrivés à notre zapping du week-end politique. Aujourd'hui, j'aurai à mes côtés Paul Hellec. Paul Hellec est doctorant en sociologie. C'est un ancien attaché parlementaire qui connaît bien les rouages des institutions. Ensemble, on évoquera de nombreux sujets. Les meetings de Valérie Pécresse et de Jean-Luc Mélenchon, mais aussi les tractations entre Christiane Taubira et Yannick Jadot, et de manière générale, l'état du bloc de centre-gauche, si on peut l'appeler ainsi, le sujet qu'on abordera. Alors Paul, je rappelle que tu es ancien assistant parlementaire et que tu es doctorant en sociologie. Mélenchon a été sur ses classiques, il a été bon sur ses classiques à Montpellier, il a fait du bon Mélenchon. Et la période que nous vivons, elle est cruciale pour lui parce qu'on se souvient que c'est en février 2017 qu'il a pris son envol lors de la dernière présidentielle et qu'il a distancié nettement Benoît Hamon au point où il a failli arriver au second tour. Est-ce qu'on peut imaginer que ce phénomène se reproduise alors que cette fois-ci, ses adversaires le voient venir, contrairement à la présidentielle précédente? Toujours dur de faire de la divination. Ce qui est vrai, c'est que Mélenchon, c'est quelqu'un qui régulièrement dit ce qu'il va faire et ensuite il essaye de le faire. Et puis il a des moments où il change tactiquement, mais il y a un an, il disait déjà nous allons inviter la question sociale au cœur du débat. C'est ce qu'il avait dit sur tous les plateaux. Et là, ce meeting, c'en est la preuve concrète. Il parle de mise en protection du marché des services publics. Il vient parler de la question des profiteurs de crise, de la question de la répartition des profits et des richesses. Donc il est sur ses fondamentaux. Est-ce que ça peut servir? Je pense que dans un contexte aujourd'hui où c'est question de la vie chère, du pouvoir d'achat, ça fait quelques semaines en plus là, on parle beaucoup moins d'immigration, d'insécurité, on parle beaucoup de ces questions. Et vous allez parler tout à l'heure des convois de la liberté, on peut espérer qu'il y ait un appel sur ces questions-là, comme l'avaient été les Gilets jaunes. Donc cette question-là, à mon avis, elle est fondamentale. Est-ce que ça suffit pour marcher? Est-ce que ça suffira? Je ne peux pas le dire. Je pense par contre qu'effectivement, il arrive à être sur les fondamentaux de la gauche, mais en même temps, il arrive avec son propre vocabulaire et en essayant de l'imprimer d'une manière un peu différente. Par exemple, je trouve ce qui a été remarquable dans le meeting, c'est sa façon de parler des services publics. Pendant longtemps, la gauche a défendu les services publics, ce qui était normal, avec une défense qui répétait finalement il faut défendre les services publics, et on avait l'impression que la conclusion c'était parce que les services publics c'est bien. Et là, quoi. Oui, voilà, où on va dire un héritage qu'on portait parce que la gauche était dans une situation défensive, où il fallait défendre les services publics contre les attaques. Là, il a dit mise en protection du marché. Il y a des endroits où le marché n'a pas lieu d'être. Et ça, c'est une repolitisation du discours originel sur les services publics en disant il y a des services qui sont des biens communs et qui ne peuvent en aucun cas être marchandisés. Il a le mot marchandise en permanence. On dirait qu'il donne des cours d'économie politique marxiste des fois, comme dans son meeting de Nantes la dernière fois. Et cette capacité pédagogique est importante, et en plus je pense qu'il le fait avec un vocabulaire nouveau et en étant clair sur ses ambitions. Il dit aussi dans le meeting je vous le dis, je ne vais pas transformer la société d'un claquement de doigts, je veux organiser une rupture et permettre aux générations de prendre la suite et de transitionner. Donc finalement sa proposition, c'est une rupture pour une transition. Donc je pense qu'il est clair et qu'il joue sur les fondamentaux. Est-ce que ça va réveiller un vote à gauche avec un vote utile autour de sa candidature comme ça peut être le cas? Je ne sais pas. Cela dit, dernière nuance, la dernière fois, le basculement de près d'un tiers de son électorat se fait vraiment au dernier moment. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans les 4 dernières semaines qu'il y a un basculement, et un tiers c'est énorme. Quand on fait 7 millions de voix, ça veut dire que ça fait environ 2 millions 300 000 personnes. Donc, est-ce qu'il en a besoin aujourd'hui de ce sursaut maintenant pour arriver de plus en plus en tête et creuser l'écart? C'est sûr. Est-ce que ça arrivera aussi tôt que ça? Je ne sais pas. En tout cas, la dernière fois, ça avait commencé en fait en février 2017. Une polémique s'est déclenchée sur les réseaux sociaux hier. En gros, Pécresse et Mélenchon étaient en meeting en même temps. Mais les comptes Twitter de France Info, par exemple, ont invisibilisé Mélenchon selon ses supporters. Et c'est quand même, ça rejoint assez bien la réalité. Et c'est pour ça que je parlais de ses adversaires qui l'ont vu venir la dernière fois. Est-ce que cette invisibilisation, elle n'est pas quand même un problème pour toucher le public le moins politisé, finalement celui qui regarde la télé ou bien qui est sur Internet une fois en passant? Si ce biais existe, est-ce que ça ne masque pas une partie de la proposition politique?
Je pense qu'en effet, il y a des attaques extrêmement virulentes, même à l'intérieur des médias, comme ça a été le cas jeudi soir lorsqu'il a fait une émission. Il y avait une agressivité de la part de certains journalistes, je trouve, à son égard. Je pense qu'il y a effectivement des moments où il n'est pas vraiment mis en avant, où lorsqu'il est présenté, il est présenté comme un candidat d'extrême gauche, comme sur France Info, ou comme un candidat toujours, vous savez, radical. On lui assigné un certain nombre de signes comme ça, peut-être pour effrayer, mais je pense que... je pense qu'il faut faire confiance au fait que les gens ils peuvent se renseigner, pas forcément dans les médias et autrement. Et je sais que moi aussi sur les réseaux sociaux, je vois l'émulation en fait de plein de militants, etc. Je pense que ces signes-là, ne donneront rien. La vraie question, c'est est-ce qu'ils font une campagne à la fois dans les meetings, mais en fait aussi auprès des gens, lorsqu'ils sont présents, est-ce qu'ils sont assez présents sur le territoire pour discuter avec les gens. C'est comme ça qu'ils pourront toucher les gens un peu éloignés de la politique. Je ne suis pas sûr que c'est via la façon dont est présenté. Limite, je pense que lorsqu'il y a de l'agressivité ou que les choses sont vues comme malhonnêtes dans la présentation de certains ou certaines candidates, ça peut aussi toucher les gens et leur faire se poser des questions sur pourquoi il y a une telle opposition face à tel candidat ou telle candidate. Alors cela m'amène à évoquer un autre candidat, celui du Parti communiste, Fabien Roussel, qui est plutôt bien mis en valeur par les médias mainstream, ce que tu constatais dans un article paru il y a peu dans la revue Contretemps, où tu notais que Roussel a été la 4e personnalité politique la plus invitée des plateaux de TV en 2021 et la première à gauche. Ce qui s'explique, selon toi, par une sorte de rôle, enfin j'espère que je résume bien, par une sorte de rôle systémique qu'il joue, peut-être à son corps défendant. Est-ce que tu peux expliciter puisque tu es là? Ouais, alors ce comptage, c'était celui qui avait été fait par le média Regard, où j'ai la chance d'intervenir, et donc voilà, pour les saluer. Mais en fait, j'ai écrit cet article pour 3 raisons. La première, c'était de dire la façon dont Fabien Roussel se positionne sur la chambre politique est en rupture avec les orientations que les communistes avaient décidées en congrès. La deuxième, c'est de dire, pour notre camp social, aujourd'hui, son opportunisme électoral est un problème parce qu'il sert de faire valoir à la droite sur plein de sujets pour attaquer son propre camp social. Quand il explique que le terme d'islamophobie est réducteur en plein milieu de la polémique sur la manif de 2019, la marche contre l'islamophobie, et que pourtant les communistes avaient voté un texte en disant l'islamophobie fait partie des problèmes. On ne sait pas pourquoi il fait ça, et en fait il faut attendre de lire son livre, Ma France, où il explique finalement que sa stratégie de distinction va se faire sur sécurité, laïcité et la nation, et enfin un certain nombre de sujets comme ça où il est... La gastronomie, il ne le dit pas dans son livre. Mais bon. La gastronomie, mais même par exemple la gastronomie, c'est intéressant. Le fait de mettre en avant une alimentation saine pour tous les Français et notamment pour les classes populaires, c'est quelque chose qui fait en fait finalement l'union à gauche. Mélenchon parle du problème du trop sucré, du trop salé et du trop gras. J'ai entendu Yannick Jadot hier dire exactement la même chose en disant effectivement il faut une alimentation saine, etc. Et il faut donc revoir le modèle productif. Sauf que quand il le met en avant, Fabien Roussel, j'ai sa citation sur le meeting d'Ajaccio, il dit « J'ai entendu celui qui nous dit qu'avec lui, président de la République, il rendrait plus cher tout ce qui est gras, salé, sucré. Fini la copa, fini les panisses à Marseille, fini les frites dans le Nord, mais on va manger quoi? Du tofu ou du soja ?» Et après seulement, il parle de la qualité de la viande. Bon voilà, on voit bien que c'est un propos caricatural qui a pour but une sorte de populisme de bas étage qui joue le tofu contre la bonne alimentation qu'on voudrait donner. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est un écho au débat médiatique sur les Verts veulent interdire le foie gras ou les Verts veulent nous interdire de manger bien. Enfin, ce qui est dingue, c'est que sa stratégie de distinction vis-à-vis de ses alliés à gauche, finalement, est systématiquement dans la reprise d'un discours qui est aussi en partie celui de la droite. Et donc c'est pour ça que j'ai écrit cet article, pour dire... C'est peut-être pour ça donc qu'il a été mis en avant, selon toi? En tout cas, il sert bien, puisque à chaque fois, il est le faire-valoir d'une droite qui attaque la gauche et qui dit « mais on n'est pas les seuls à dire ça. Vous avez un problème à gauche sur la laïcité, parce que regardez, Fabien Roussel dit la même chose que nous. » Et en fait, j'ai écrit l'article pour justement dire « Fabien Roussel n'est pas un homme de droite. » Et il ne faut pas, nous, à gauche, collectivement, quels qu'on soit des journalistes, des sociologues, des chercheurs, etc., tomber dans le piège, tomber dans le panneau, les aidant à fracturer la gauche. Vous disiez, vous êtes un média engagé. Donc, il faut faire attention. Et
effectivement, quand même, il est un peu un faire-valoir. Il est, quand la gauche faisait attaquer sur l'islamo-gauchisme, où était-il? Pas là, parce qu'il n'était pas allé manifester. Quand la gauche dit c'est un problème, le fait que les syndicats policiers viennent mettre un coup de pression à la représentation nationale devant l'Assemblée, où était-il avec l'extrême droite, avec Yannick Jadot et avec Anne Hidalgo, et les syndicats policiers devant l'Assemblée nationale? Donc, ces positionnements-là, qui sont, à mon avis, le fait d'un opportunisme, c'est-à-dire une nécessité de se distinguer et donc d'appeler à lui les Lumières, et parce que jusqu'à présent, le mouvement communiste, avec la France insoumise, avait partagé une proposition politique en 2012 et en 2017. Donc cet opportunisme, il est dangereux, il est utilisé en tout cas par ses adversaires, et je pense que du coup, l'intérêt, c'était de dire c'est un opportunisme, il faut le dénoncer, mais il faut trouver un moyen, en tout cas, de marcher peut-être séparément, mais frapper ensemble. C'est-à-dire, surtout, frapper l'adversaire. Et c'est ce que je pense fait Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui. On ne l'a pas entendu depuis récemment taper sur Jadot, taper sur Roussel, taper sur quelqu'un à gauche. Il fait sa campagne et il serait peut-être utile aujourd'hui de voir le candidat communiste ou les autres candidats s'attaquer à Macron, s'attaquer à l'extrême droite, à Pécresse dont on parlait tout à l'heure, qui est en pleine radicalisation, plutôt que voilà, de pas opportunisme, mais essayer de se distinguer en s'attaquant les uns les autres et en servant un peu de point d'appui à l'adversaire. Alors, je voudrais aussi qu'on aborde les tractations discrètes